La Révolution française. Ah. J'irais bien voyager à cette époque-là, moi. Enfin, après la Révolution, parce que mieux valait ne pas voyager en 1789. Ouais. Et grâce à toi, je peux faire ça. Es-tu sûr de vouloir te rendre à cette époque tourmentée, Corentin? Bien sûr. Les conflits sont terminés, mon oncle. La Révolution est passée, la République est instaurée. Il n'y a pas de problème, tout est bon. Reste à trouver comment je vais m'habiller. Ah bah voilà. Très bien. Hey, parfait. Ouais, c'est parfait ça. Corentin, les fermetures éclairs n'existaient pas à l'époque. Hein? Je sais, mais j'ai que ça. Hein. Ils y verront que du feu. Allô Sarah? La forme? Ouais, dis-moi, j'aurais besoin de toi. Est-ce que tu pourrais me coudre un gilet de genre 1790? Oui, cette mode-là. Mais alors par contre qu'en fibre naturelle, hein, vraiment comme à l'époque. Hein. C'est possible? Ouais? Oh, c'est cool, merci. Oh oh oh, hey! Et c'est parti. Bonjour madame, excusez-moi, est-ce que vous auriez un rayon de livres anciens ou d'histoire dans la bibliothèque, s'il vous plaît? Oui, ça va être au fond là-bas, là, juste là. Ah, au fond à gauche? Ouais. Ok, bah c'est parfait, merci. Parfait. C'est parti. Non, mais je... Viens, non. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi, bougre d'âne? Non, mais je peux... Mais viens par là, toi, tu vas voir de quelle boîte je me chauffe. Non, mais je... Viens par là. Citoyens, conformément au décret ordonnant la levée de soldats, protéger nos frontières d'une invasion de la Révolution, il sera procédé Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi ces gens, ils sont là si mécontents? Mais que diable, mais tu viens d'où pour être un ignare pareil? Nous sommes à Torfou, en Anjou, en mars 1793. 300 000 hommes à lever. En mars 1793? En Anjou? Mais pourquoi ces gens ont-ils l'air si mécontents? La Révolution, elle est passée, non? Laisse-moi te rafraîchir la mémoire, Corentin. Te voici au commencement d'une période bien sombre de l'histoire française, que l'on appellera plus tard les guerres de Vendée. On déduira au nombre Ah oui, correspondant pour chaque moi qui pensais arriver dans une période celui calme de de l'histoire. jusqu'à 50 000. Puis celui de 250 hommes. Dites-moi, il veut quoi, lui, là-bas? fourni par les divers départements. Il veut faire un tirage au sort pour envoyer nos gars au front, à des lieux d'ici. 300 000 hommes pour défendre la République, aux frontières assaillies par les armées étrangères coalisées. Mais tiens,
La loi, elle exempte les administrateurs, les fonctionnaires, les membres du district, les maires. Que les célibataires âgés de 18 à 40 ans s'approchent de la table et tirent dans la boîte. Un bulletin noir, vous êtes mobilisés. Un bulletin blanc, vous êtes exemptés. Écoute bien, citoyen, t'as dépensé de la salive pour rien. Personne tirera. Parfaitement. Et tes gardes nationaux, pourquoi qu'ils iraient pas, hein? Sont déjà tout équipés et armés, eux qui aiment tant parader. Mais qu'est-ce qu'une femme est en mesure de comprendre à l'intérêt supérieur de la nation? Voilà, t'as du mépris chez un coureur de jupons de ton acabit, commissaire. Ah, si les femmes ont droit à l'échafaud, eh ben elles ont aussi droit à la parole, non mes soldats. Avait-on besoin d'aller déclarer la guerre à la moitié du monde? Nous, on a de l'ouvrage dans nos champs, et des bras vigoureux. Il y en a pas tant. Mais pour la liberté, pour l'exporter à l'Europe, au monde, citoyens, quand même. Quelle liberté? Celle d'une minorité de bourgeois des villes feignaceux, bons parleurs et bien nourris, contre une majorité dure au labeur, n'ayant que sa terre pour manger à sa faim. Et si on parlait de nos bons prêtres, hein, chassés de leur paroisse en 91 parce qu'ils refusaient de prêter serment à cette constitution civile du clergé. Que diable, revenez à la raison. Allez, osez, la main sur le cœur. Niez combien la Révolution a permis une formidable émancipation du tiers-État jusqu'au fin fond des Cambrousses. Elle vous a libérés des accapareurs du peuple, de ces aristos, ces affaires. C'est incroyable ce qui se passe ici. Je suis en 1793. La République, elle nous appelait où? Le fait qu'elle est juste sur la signale 5000. Votre révolution parisienne et urbaine, oui, en 1789, nous y avons souscrit, dans la mesure où on représentait un espoir de changement dans nos campagnes ancestrales figées. C'était trop bon pour durer. La satisfaction fut bien courte. Vous avez aggravé le quotidien de nos pères. Et sans compter la lourdeur des impôts. Mais ça suffit, bande d'ignards indécrottables. Oh, l'esprit monté par les curés réfractaires. Allez, copains des nobles, que les hommes approchent et tirent dans la boîte. Si tu veux qu'on tire, espèce de village d'oiseaux en panache tricolore. Je m'en vais te faire plaisir si tes filles de garce de bleu font un pas de plus. Alors là, ça dépasse les bornes. Les gars, on joue. On joue. Eh bien, mes amis, que fait-on? Les bateaux vont certainement vouloir se venger. Envoyons des messagers dans les paroisses alentours pour savoir si le tocsin entendu est le signal d'une même révolte. Oui, bonne idée. Venez voir ce que j'ai trouvé. Ah, mais qui es-tu, moribond? Je suis voyageur. Voyageur? Mais d'où tu viens comme ça? On ne t'a jamais vu par ici. T'es qui? Et il a affolé mes poules, ce voyou. Je m'appelle Corentin. Je passe dans la région et voilà, je passais dans la région découvrir votre pays. C'est ça. Et ton cheval, il est où? Tu vas nous dire que tu traverses le canton à pied? Et comment se fait-il que t'es tombé dans ma grange? Hein? Tu voles? Mais non, mon cheval il s'est emballé et il m'a envoyé en l'air et je suis tombé dans votre grange. Mais vraiment, je vous veux aucun mal. Non, vraiment. Et où vas-tu, toi, comme ça? Je pensais aller vers le nord. C'est comment déjà votre village? Torfou, tout près de Tifauge. Cholet, ça te dit? Ah oui, Cholet, oui, ça me dit. Bon, c'est parfait, mais je vous remercie. Et puis je vais y aller. Bon. C'est un bon gars. Tu peux rester dans ma grange pour dormir. C'est vrai qu'il est Par il est contre, tard. demain, tu pars. Oui, Tu touches à une de mes poules, je t'étripe. Vous dormez? Oui? Non? Comme vous partez vers le nord, pouvez-vous déposer ce courrier à une personne chère à mon cœur? Oui, bien sûr, Il s'agit de mon fiancé. Il s'appelle Joseph Lavallée. Il s'est engagé dans la garde nationale.
Bien sûr, nos avis ne sont pas les mêmes, mais je l'aime. La garde nationale? Oui, il a revêtu les habits bleus de la République. Ne le jugez pas, s'il vous plaît, c'est un homme beau. Ah non, non, vous en faites pas, je ne le connais pas, je ne le jugerai pas. Où se trouve-t-il actuellement? Eh bien, je pense qu'il patrouille en Or-Loire, près d'Ancenis, sous les ordres du sergent Casieux. Ah mais très bien, c'est ma direction, mais je ferai mon possible pour lui transmettre votre mot. Merci, merci infiniment. Il n'y a pas de quoi. Je suis vraiment reconnaissante. Il n'y a pas de souci. Juste, excusez-moi, vous vous appelez comment? Oh, pardonnez-moi, je m'appelle Lisa. Lisa. Enchantée, Lisa. Enchantée. Au revoir. Au revoir. Dans quoi t'engages-tu, Corentin? Ben quoi, je pouvais pas refuser. Quitte à voyager dans le temps, autant faire une bonne action. Méfie-toi, le voyage dans ces contrées n'est pas le même qu'au XXIe siècle. Au revoir. Au revoir. Salut les gars. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Me voici parti, après une bonne petite nuit dans la grange, dire que je suis en 1793. C'est complètement fou. Et je suis content parce que le soleil il se lève là. Ça va me réchauffer parce que je pense que les nuits prochaines seront pas très chaudes. Bon alors par contre j'ai pas tout compris, je sais que les paysans j'ai bien vu qu'ils étaient pas contents, enfin les villageois ils étaient pas contents, mais tu pourras me faire un petit briefing sur pourquoi en fait. Puis la révolution, moi je pensais que ça avait tout réglé. Bien sûr, Corentin, la révolution est un vaste sujet, très complexe. Cela ne s'est pas fait en un jour. À la fin du XVIIIe siècle, un long cycle historique va se terminer pour la France, celui de la royauté issue des Francs et des Carolingiens. Le peuple, aussi appelé le tiers-état, souffre de l'injustice face aux deux classes dominantes, le clergé et la noblesse. Le peuple, lui, est lourdement taxé, tandis que le clergé et la noblesse sont riches et soulagés des impôts. Aussi, les philosophes de l'époque des Lumières, comme Voltaire, Rousseau, Diderot, remettent en cause l'ordre du monde, la religion et la toute-puissance royale. Ils appellent un nouveau contrat social, idée auquel la bourgeoisie fortunée est très sensible, car cela remettrait en cause leurs privilèges. Ajoutons à cela que des circonstances climatiques, le grand froid, aggravent la crise économique, la misère du peuple et la famine. Toutes les choses se combinent donc pour créer doucement, mais sûrement, les premières colères populaires, dont à Paris la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789, reste l'emblème. Ceux que l'on appellera les Vendéens, après leur soulèvement, sont en réalité les Angevins, les Poitevins et tout particulièrement les gens des Mauges et du pays de Ré. À l'origine, ils n'étaient pas opposés au changement. Ils étaient même en majorité favorables à ces réformes au début de la Révolution. Ces gens, attachés à leur clocher, à leur village, à leur clergé, gardent l'esprit local. Mais lorsque Paris appelle à défendre les frontières de la patrie en danger, ils refusent de voler au secours d'un pouvoir qui a bousculé tous leurs repères. Alors, quand sont organisés les tirages au sort pour aller combattre aux frontières de la République, trop c'est trop. Les paysans et les artisans n'étant pas assez riches pour se faire remplacer sur le front, savent dès lors qu'ils paieront eux seuls l'impôt du sang. Mais alors quelle différence il y a vraiment entre les royalistes et les républicains? Les royalistes veulent le maintien de l'ordre établi, tout en appelant à des réformes avec plus de justice et moins d'impôts pour le tiers-état. Les républicains, quant à eux, appellent à un nouvel ordre, un changement de fond pour plus d'égalité. À l'époque, le circuit routier est nettement moins développé qu'aujourd'hui, enfin qu'au XXIe siècle. Et là, depuis ce matin, je traverse que des petits chemins comme ça, des petites coulées. Vous imaginez, quand toute une armée s'engouffrait là-dedans, c'était impossible de reculer. Quand on n'a pas assez de protéines, bon là j'ai du saucisson, mais dans quelques jours ça pourra me servir. On prend des jeunes pousses d'ortie comme ça, on les écrase un peu entre les doigts, et on les mange.
y a pas à dire. Les sabots, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable, hein. Pour montrer à l'intérieur, il y a une semelle. Alors moi, j'ai rajouté une semelle de laine compressée. Et puis là, hop, de la laine de mouton. Mais bon, ça reste pas très confortable. Donc je comprends pourquoi on a inventé les chaussures, hein. D'ailleurs, j'y pense, sabot. Ça me fait penser à sabotage. Ça vient d'où, ça, hein? Exactement, il y a un lien direct. Mais avant tout, petit rappel. Celui qui fabrique les sabots est le sabotier. C'est à partir d'une pièce de bois qu'il va tailler et sculpter ses curieux souliers. Pour ce qui est du verbe saboter, la légende raconte que le mot sabotage viendrait du fait que les ouvriers jetaient leurs sabots dans les rouages des machines en vue de les arrêter de force. Ah, ça me rappelle les marécages du Danemark, mais en sabot. Je me demandais, les voyageurs comme moi, ils dormaient où? Dans les auberges, le plus souvent. Ah oui? Exactement. Ah, moi qui ai tout prévu pour dormir dehors, et j'ai vu une pancarte plus bas. Et du coup, c'est décidé, ce soir, j'en prends une. Je préfère avoir un petit lit, même si c'est un matelas en paille ou en laine de mouton, plutôt que dormir dehors. Ah, c'est parfait, ah, c'est parfait. As-tu de quoi payer, seulement? Ah ben non, enfin si, j'ai quelques euros, mais ça n'existe pas, les euros, encore. Ah. Tout à fait. Les euros, c'est très récent. Oui. Et en 1793, ils ne te serviront à rien, hormis à allumer ton feu. Voici la tablature de l'époque. 12 deniers égale 1 sou. 20 sous égale 1 livre. 6 livres égale 1 écu d'argent. 24 livres égale 1 louis d'or. Pour acheter 6 livres de pain, c'est 15 sous. Heureusement, tu as prévu de quoi te nourrir. Maintenant, l'idée, ça va être de voir de quoi je dispose. Moi, au niveau matériel, j'ai une toile. Donc, en fonction de la taille de la toile, on va voir ce que je peux faire comme abri. Vous avez vu comme le noir tombe vite? Pourtant, je m'y suis pris tôt, hein. On n'oublie pas que l'abri, c'est lui qui va permettre de bien dormir la nuit. Donc, s'il est bien fait, on dort bien. S'il est mal fait, on dort mal. Tac, super. Et voilà ma petite réalisation. Alors, c'est pas mal. J'avais amené avec moi une toile qui m'a servi d'ailleurs à la tente de la dernière expédition. Donc c'est une toile graissée à la graisse de porc, hein, donc c'est ça qui fait qu'elle soit étanche. Hein, voilà. Et puis à l'intérieur, il y a une vieille peau de vache que j'ai trouvée à Trocanton. Hein. Bien sûr, j'ai pas tué de vache. Hein. J'ai pas de lampe frontale pour m'éclairer cette nuit. Du coup, je fais en l'ancienne. Eh mais attends, ça existe ces allumettes? Ah! Eh bien, oui et non. À l'origine, le mot allumette date des environs de l'an 1200, pour désigner une petite bûche destinée à faire prendre le feu. Cependant, l'existence de petits bâtonnets de pain, imprégnés de soufre, a été retrouvée en Chine vers l'an 600. Mais celui-ci avait besoin d'une braise pour déclencher la réaction chimique et produire une flamme. Toutefois, au XVIIIe siècle, à l'époque à laquelle tu te trouves, Corentin, les gens utilisent plutôt une mèche et de la poudre qu'ils enflamment avec un petit silex. Ce n'est qu'au XIXe siècle, entre 1805 et 1831, que l'on verra pour la première fois une allumette produire une flamme, par réaction chimique ou par frottement. La boîte avec frottoir naît en 1830. Je vous fais une visite guidée de l'intérieur, avec la lumière. La tente, elle tient super bien, j'en suis super fier. C'est une tente tipi, donc composée, hein, vous avez vu tout à l'heure, de bois comme ça. En dessous moi, j'ai une autre peau de bête. J'ai avec moi une couette en laine. Bah ouais, la laine c'est pareil, c'est comme les fourrures à l'époque. Le cuir, le lin, le chanvre, etc.
Voilà, c'est vraiment les matériaux de base pour s'habiller et puis pour se couvrir. Il fait pas chaud ce matin. Mais bon, la première nuit a été bonne. Heureusement, aucune meute de loups n'est venue te rendre visite. Quoi? Il y a des loups dans la région? Eh oui. Il va falloir que je fasse attention quand même. Il y a un truc que je comprends pas. Les sabots. Il était coupé comment à l'époque? Corentin, derrière toi. Des gardes? Des soldats? J'espère que tu as tes papiers d'identité. Ils sont obligatoires. Mais j'en ai pas. Dans ce cas, cours et vite. Allez, monte! Eh bien, heureusement que j'étais là. D'où êtes-vous sorti? Quelle question? N'y a-t-il plus le droit de parcourir nos campagnes à cheval? Si, mais vous êtes arrivé si soudainement. Au lieu de me demander d'où je viens, pouvez-vous pas simplement me remercier? Si, excusez-moi. Cette course m'a fait oublier la politesse. Merci beaucoup. Mais je comprends pas. Vous êtes pas avec ces gars-là? Il ne s'agit pas de cela, mais puisque vous me le demandez, je dois admettre que je suis peu en accord avec le nouvel ordre annoncé par les Républicains. Nous, les aristocrates, tout comme nombre de villageois de nos contrées, étions favorables au changement de régime. Mais aujourd'hui, nous sommes déçus que les promesses ne fussent pas plus tenues. Et si vous voulez tout savoir, vous m'avez fait pitié. Vous n'aviez aucune chance, mais je ne voulais pas qu'ils vous arrêtent. Le comportement de ces gardes est souvent déplacé et agressif. Alors, faites attention la prochaine fois. Allez, adieu. Je pense que j'ai ma côte là qui a sérieusement souffert. Mais alors dis-moi, j'ai bien compris. Les aristocrates, eux aussi, sont pas contents parce qu'il y a des promesses qui n'ont pas été tenues, c'est ça? Mais en France, moi je suis dans le pays des Mauges, mais il n'y a que les Vendéens qui se sont soulevés. Bien sûr que non. Pratiquement toute la France s'est soulevée pour différentes raisons liées à la Révolution. Ceux que l'on appellera les Vendéens sont en fait le regroupement des Vendéens, mais aussi des Angevins, des Poitevins, des gens du pays de Ré, et particulièrement des gens des Mauges. D'accord. Donc en fait, la Vendée, le nom de la Vendée, a été retenu parce que c'était plus facile. C'est bien ça? Exactement. Donc voilà, pour faire un petit feu, bon, on commence forcément par prendre des petits brindilles, une feuille. Parce que c'est comme ça qu'on fait. Hein, bon, attends, ça va tuer cette course, ouais. Oh. Donc, je disais que pour allumer le feu, il faut aller du plus petit vers le plus gros, puis on prend des petites feuilles pour... Ben voilà, là c'est à peu près comme ça qu'il faut faire, quoi. Oh, mon Dieu. Oh, regardez, le voilà. Le voilà, oui. Voyez-vous ça? Notre lièvre qui dort paisiblement. Allez, debout, citoyen. Je peux faire quelque chose pour vous? Hé, police, ventre à chou. Quel est ton nom? Je m'appelle Corentin. Comme ça, tu te débines quand on te donne un ordre?
Ah non, pas du tout, mais vous étiez un peu menaçant. Nous, menaçants. Ton passeport. Mon passeport? Oui, le document qui dit qui tu es, ce que tu fais là. J'ai bien quelque chose, mais je pense pas que cela puisse vous convenir. Tu sais ce que tu risques si tu en as pas? La peine capitale. Allez, montre-nous ce que tu as. Ok. Cuir transparent? Cette couleur? D'où viens-tu pour posséder un papier pareil? Oui, ça vient de Paris. C'est nouveau. Juillet? Le calendrier de l'Ancien Régime? 1990? Mais tu te fiches de nous? Non. Allez, emmenez-le! Non. Tu n'avais aucune chance, Corentin. Carte en plastique, papier de couleur, une photo. Tu es né dans le futur. Et en même temps, sous l'ancien calendrier. Pour eux, c'est à n'y rien comprendre. Depuis 1789, de nombreuses idées ont germé pour remplacer du tout au tout l'ancien régime monarchique. Il en va de même pour l'organisation de l'année, et il est créé un nouveau calendrier républicain, aussi appelé calendrier révolutionnaire français. Ce dernier sera utilisé de 1792 à 1806. Ce calendrier supprime tous les liens avec la monarchie et la religion, et marque la volonté des révolutionnaires à remplacer le calendrier grégorien. Il y a les mois d'automne, avec Vendémiaire, le premier mois de l'année, qui fait référence aux vendanges. Il s'écoule du 14 septembre au 23 octobre de l'ancien calendrier. Puis Brumaire, la période des brumes et des brouillards. Ensuite Frimaire, la période du froid. L'année est donc divisée en fonction des saisons. Concernant les jours de la semaine, c'est la même chose. Le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche disparaissent et sont remplacés par des noms de fruits, de légumes, de fleurs et de pierres. Et il n'y a plus de répétition et aucun jour du mois ne porte le même nom. Une façon d'organiser l'année bien différente donc, et les inconvénients surgissent dès que l'on veut s'en servir. Le peuple le trouve trop abstrait et la rédaction des actes officiels devient très compliquée. Il sera supprimé 14 ans après, en 1806, et l'ancien calendrier grégorien, celui sur lequel nous nous appuyons au XXIe siècle, reprendra du service. On va déguster ce soir, les gars. Ça sera meilleur qu'hier soir ou qu'hier midi. Des patates et failleux, il y en a marre quand même. Hein. Arrête de plaindre. Oh, et tais-toi, toi! Oh, la ferme! Peut-être qu'il a soif. Te voilà faire des sentiments, toi! Allez, va donc lui donner à boire. Allez, bouge-toi. Et toi, tu brailles une fois, je t'en fous une. Je suis pas vendéen, je suis voyageur. Et je dois transmettre un courrier de toute importance. Je t'avais dit que si tu braillais, j'en foutais une. Non, arrêtez. J'ai peut-être un mot pour vous. Ben voyons. Si, je vous jure, j'ai peut-être un mot pour l'un d'entre vous. Qui donc? Certains Joe Franchard. Joseph Franchard? Oui, c'est moi. C'est vous? Ah, formidable. J'ai un mot pour vous. Regardez dans ma ceinture. Le mot ici. Si, c'est pour vous. C'est quoi, sergent? Oui, c'est quoi, sergent? Vous recevez du courrier maintenant? Ça vous regarde pas? Je lirai tranquillement dans ma tente ce soir. Oui, il faut mieux. C'est une femme qui est tombée sous votre charme. Elle m'a demandé de vous remettre ce courrier. Vous voyez? Tout est dans le regard. Tout est là. Vous pouvez me libérer maintenant? Hors de question. Ton passeport n'est pas en règle. Nous devons faire appel aux autorités municipales du prochain village. Et s'ils trouvent rien sur toi... Et vous, qu'est-ce que vous faites ici, au juste? Nous patrouillons pour arrêter des gars comme toi. Te voilà dans une situation délicate, Corentin. En 1793, on parle de passeport et non de carte d'identité. On parlait aussi de sauf-conduit pour les diplomates avant la Révolution et de livret pour les ouvriers. Ces passeports signalaient les caractéristiques physiques du porteur, sa taille, sa corpulence, la couleur de ses cheveux, de ses yeux,
et parfois certaines caractéristiques morales quand il était suspect. Pendant la Révolution française, ce genre de passeport servait aussi d'autorisation pour se rendre d'un département à l'autre, pour faire des affaires, du commerce. Et ce sont les autorités municipales qui se chargeaient de les délivrer. Mais attention, si l'homme contrôlé par l'armée n'avait pas de passeport, il pouvait risquer jusqu'à la peine de mort, car il était soupçonné d'espionnage. Réveille-toi, Corentin, tu dois absolument t'échapper. C'est bon? Tout fonctionne? Ils sont pas sympas ces gars-là, hein? Heureusement, ils m'ont rien volé. Allez, c'est parti. On continue. Et voilà. Plus de chemin. L'histoire de ma vie dans ce voyage. Saint-Florent-le-Vieil. Ah, eh ben. L'abbatiale de Saint-Florent-le-Vieil. Dire que c'est de là que tout a commencé. Triste histoire. Eh oui, tout aurait commencé là. Le 12 mars 1793, on entend crier dans les rues « Non au tirage! Non au tirage !» De véritables émeutes surviennent. Elles seront considérées comme le point de départ du soulèvement dans l'Ouest. Ces émeutes, aussitôt connues, engendrent l'entrée dans cette période sombre. Les paysans ayant besoin de chefs militaires pour mener leurs combats iront chercher des nobles, d'anciens militaires tels que Bonchamp, Delbé, Charette, de la Roche-Jacquelin et Stofflet, qui organiseront la grande armée catholique et royale de Vendée. Toutefois, les républicains s'organisent, et les principaux généraux, Canclos, Kléber, Hoche et Marceau, ne tarderont pas à riposter. Mais Saint-Florent-le-Vieil sera aussi le départ d'une bien lugubre expédition. La virée de Galerne. Plus tard dans l'année, à la fin du mois d'octobre 1793, les forces républicaines parviennent à coordonner leurs attaques et à prendre les forces vendéennes en étau. L'armée catholique et royale vendéenne livre une bataille décisive à Cholet le 17 octobre. Mais c'est une défaite, et les Vendéens décident de se rendre à Saint-Florent-le-Vieil, où ils prennent la décision de traverser la Loire. Dans les rangs, il est dit que les immigrés, français partis en Angleterre, leur prêteraient main forte. Mais pour cela, ils doivent prendre possession d'un port au plus près des côtes anglaises, et la ville de Granville, en Normandie, semble idéale. C'est ainsi qu'environ 20 000 soldats et 40 000 civils, hommes, femmes et enfants, traversent la Loire sur des barques et à cheval, pour gagner l'accès à la Bretagne. Le projet est extrêmement risqué et très controversé dans les rangs. Mais l'armée prend la direction de Laval, avec comme principaux officiers de la Roche-Jacquelin, Stofflet et de la Trémoille. On raconte que ces troupes formaient une colonne longue de 18 km, à laquelle viendra se greffer quelques milliers de chouans du Nord-Loire. Le 14 novembre, après 26 jours,
plus de 200 km à cheval, à pied ou en sabot, et plusieurs victoires, les Vendéens attaquent Granville, espérant rendre le port accessible aux immigrés. Mais l'armée républicaine réussira à défendre la ville et les immigrés ne viendront jamais. Vaincus et loin de leur terre, les Vendéens décideront de se replier. L'objectif sera dès lors de repasser la Loire et de rentrer chez eux. Malheureusement, cela ne sera pas si simple. Le général Westermann bloque l'accès au fleuve et le 2 décembre, ils perdent une nouvelle bataille à Angers. Mais le pire est à venir, lorsqu'ils décident de rejoindre la ville du Mans. Ils sont affamés, désemparés, pourchassés. L'armée vendéenne est presque défaite. Et le 12 décembre, Marceau, Kléber et Westermann lancent une nouvelle attaque à la tombée du jour, alors que les troupes vendéennes se sont réfugiées dans la ville du Mans. Le chaos va régner toute la nuit. La bataille tourne à l'hécatombe. Décimés par les privations et les maladies, les Vendéens survivants filent vers l'ouest à la recherche d'un endroit où traverser la Loire. Mais seulement 400 hommes, femmes et enfants arriveront finalement à la traversée avec de piètres embarcations. Le gros des troupes prendra un nouveau terrible revers à Savenay. Cette expédition aura duré 68 jours et parcouru près de 1000 kilomètres. Une bien sombre histoire. Quand je repense à cette virée de Galerne, c'est vraiment terrible. Ne pas savoir quand va se terminer une aventure, c'est ce qui est plus horrible. Moi, quand je pars, je me souviens toujours de ça. Je me dis, c'est moi qui m'impose cette difficulté, ce froid, ce manque d'eau, ce manque de nourriture. Mais je pense souvent à ceux qui ne l'ont pas décidé, aux migrants par exemple, qui eux partent de chez eux parce que leur pays est en guerre ou parce qu'ils n'ont pas à manger, pas à boire, et pour différentes raisons, et qui ne savent pas quand ils vont revenir. Ils partent à l'aventure, ce sont des grands aventuriers malgré eux, et des fois ils sont avec leur famille, leurs femmes, des fois il y a même les grands-parents. Ils partent juste avec un espoir. Mais ils ne savent pas quand ça va s'arrêter. C'est horrible. C'est vraiment terrible. Bon allez, moi je me réchauffe, je sèche mes affaires et j'y retourne. Alors, Corentin, ça fait quoi de voyager comme en 1793 ? Je suis épuisé. C'est clair que c'est pas le même confort de voyage qu'au XXIe siècle. Rien à voir. En commençant par les chaussures, les sabots, c'est pas du tout souple. Et puis ensuite, j'ai remarqué que sur moi, il n'y a rien qui sèche. Ah non, c'était pas une mince affaire. Et puis c'est sans parler des chemins. C'est hyper dur à trouver. Les cartes, elles sont pas détaillées. Quand tu rencontres des gens, il y en a un, il va dire que c'est par ici, l'autre, il va dire que c'est de l'autre côté. Il faut des fois traverser les haies, et puis alors avec les sabots, mais ça glisse de partout. Non. Vraiment, ils étaient courageux. Puis en plus, avec le chargement, parce que les sacs à dos, je pense que ça n'existait pas. Enfin, en tous les cas, moi, j'ai pas prévu ça. Donc, tout en bandoulière. J'ai les épaules lacérées des deux côtés. Et puis alors, en plus, avec cette course folle à cheval, là, ça m'a fini. Non, c'était une autre époque. Hein. J'ai l'impression qu'en fait, tout le monde était aventurier à l'époque par rapport à aujourd'hui. Mais en tous les cas, il y a une question là. Les guerres de Vendée, moi je sais que je vais partir, mais les guerres de Vendée ne sont pas commencées là. Et j'ai une pensée chaque jour pour ces gens qui sont révoltés et je sais pas s'ils savent vraiment dans quoi ils vont s'embarquer. Alors dis-moi, et ça va durer combien de temps les guerres de Vendée ? Il y en a qu'une seule ou il y en a plusieurs ? Ah, mon pauvre ami, cette première guerre de Vendée, à laquelle tu assistes aux prémices, se terminera en 1796. Et puis, il y aura de nouveaux soulèvements entre 1799 et 1800. Par la suite, il y aura encore 2 insurrections en 1815 et 1832, avec la folle équipée de la duchesse de Berry. J'y pense. Et mes braves gens de Torfou, alors ? Qu'est-ce qu'ils deviennent dans cette histoire ? Ils vont les subir, ces guerres ?
Ah oui, les bonnes gens du village de Torfou subiront cette guerre et d'ailleurs remporteront une bataille incroyable, connue sous le nom de la bataille de Torfou. Au début du mois de septembre 1793, les républicains décident de mettre en œuvre un plan pour éradiquer le soulèvement vendéen. C'est dans ce cadre que se déroulera cette bataille, et elle sera remarquable sur 2 points. Cette bataille sera la première victoire vendéenne contre des soldats de métier redoutés dans l'Europe entière, la fameuse armée de Mayence. Ce sera également la dernière victoire de l'armée catholique et royale sur le sol vendéen. Mais le plus incroyable, c'est le retournement de situation qui a eu lieu durant l'affrontement. Imagine un peu, la bataille fait rage. Pensant que tout était perdu, les Vendéens se sont repliés. Mais arrivés derrière les fourrés où étaient cachées leurs femmes, celles-ci les ont repoussés au combat à coups de fourche. C'est de retour à pleine charge qu'hommes et femmes surprendront l'armée républicaine et contribueront à la victoire vendéenne. En mémoire de cette victoire, la colonne de Torfou fut érigée près de la commune. Alors comme ça, c'est les femmes qui ont repoussé leur mari au combat. Oh, ah ouais, alors c'est pas commun ça, surtout pour l'époque. Mais alors, qui gagne finalement? Les républicains ou les Vendéens? Cette histoire est très complexe. Et comme chaque crise que traverse l'humanité, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte, et on ne peut pas simplifier les choses. Disons que sur le court terme, les républicains ont gagné car les Vendéens ont essuyé de très lourdes pertes, proportionnellement. Mais ils ont eu gain de cause sur certaines de leurs revendications. Cependant, sur le moyen terme, la République va mettre des années avant de voir réellement le jour. En effet, en 1804, elle voit arriver un empereur, Napoléon Ier. Mais celui-ci sera suivi de 3 rois monarchiques, Louis XVIII, Charles X et Louis-Philippe Ier. Il faudra attendre 1870 pour que la République soit de nouveau installée sous la Troisième République, 81 ans après la Révolution française de 1789. Alors, sur le moyen terme... Puis, enfin, sur le long terme. Certains considèrent que les guerres de Vendée ont permis d'assouplir les positions de la future République et de lui trouver un équilibre. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas simplifier cette histoire. Il y a eu des hommes de bonne comme de mauvaise volonté dans les 2 camps. Il en convient à chacun de creuser l'histoire pour en faire son opinion. D'accord. Donc si je comprends bien, les excès de la monarchie ont donné lieu à la Révolution, et les excès de la Révolution ont donné lieu aux guerres de Vendée. D'une certaine manière, oui. C'est vraiment triste tout ça. Bon, en tous les cas, je suis tout près du but en ce qui me concerne. Demain, je vais délivrer ce petit mot à Joseph. On m'a confirmé que le sergent Cassieux avait un camp juste par là-bas. Donc demain, je délivre ça et puis ensuite, après une bonne semaine passée en 1793, je repartirai vers le futur. Vois-tu mon garçon, le fusil d'infanterie se charge comme le mousqueton de cavalerie en 12 temps, 17 mouvements. Il manque la relève à l'arrêt. Halte! Que veux-tu? Bonjour, j'ai un courrier pour Joseph Laval. Il est en exercice. Hors de question. S'il vous plaît, j'ai fait un long voyage pour lui transmettre. Donc tu déchires la cartouche, tu amorces, tu refermes le bassinet. Nous lui transmettrons nous-mêmes. Non, je dois lui remettre en main propre. Hors de question. Vous nous le remettez ou vous partez sur le champ. Tu armes, on joue. Ok, j'ai compris. Et tu tires. J'ai un courrier pour Joseph Laval. Joseph Laval. Sacre Dieu! J'ai un courrier pour Joseph Laval. Vous avez un courrier pour moi? Oui, j'ai un courrier à vous remettre. Hors de question. Arrêtez-le! Joseph, votre fiancé ne vous oublie pas. Allez, bon courage pour la suite. Habillage d'honneur. Corentin, messager des cœurs. Merci.
Je risque d'avoir besoin de cette petite chose-là.